Bonjour à tous, je suis Anne Bourgon, la directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. On vous accueille aujourd'hui avec Hélène Régnier, la directrice de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Aix-Marseille, et avec Rémi Dutoit, qui est le directeur responsable, le responsable de la pédagogie de l'ENSP. Je vais leur passer la parole et ils vont se présenter. On tenait à vous accueillir. Alors aujourd'hui dans la salle, on a les L1 d'architecture et les Master 1 et Master 2 d'urbanisme et de paysage, puisque en urbanisme et en paysage, on rentre à l'IMVT en Master. Le but de cette soirée, c'est de vous faire prendre conscience de ce que sont les autres professions qui ne sont pas les vôtres. Et d'ailleurs, je pense qu'en première année, vous ne vous représentez pas encore très clairement ce que c'est que la discipline et le métier d'architecte. Rémi Marciano et Christelle Filotico vont vous le présenter. Avant de passer la main, le micro plutôt, à nos partenaires, je voulais vous dire que vous avez une chance unique d'être aujourd'hui déjà dans ce magnifique bâtiment que constitue l'IMVT. Vous êtes particulièrement bien logés par rapport à d'autres étudiants, mais surtout l'IMVT, c'est pas que cette ce co-living ensemble dans ce beau bâtiment, c'est aussi la construction en cours de parcours croisés où les architectes vont pouvoir être initiés au paysage, où les paysagistes vont pouvoir être sensibilisés à l'architecture et à l'urbanisme, avec en cours de construction des enseignements croisés, éventuellement un double diplôme qui avance bien, et puis peut-être un jour un triple diplôme. Voilà. Vous avez une chance inouïe. Je pense vraiment que dans un contexte de crise sociale, économique et climatique, on a besoin d'aller vers une approche de nos territoires, de nos constructions qui fait appel à la complexité. Et la complexité, on ne pourra l'appréhender que à travers nos trois disciplines. Voilà, je vais pas être plus longue. Bienvenue dans cette magnifique école. Je passe la parole à Hélène Régnier pour l'IUAR. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je représente l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille Université. On va se distribuer la parole pour, en 15 minutes, que chacun des trois établissements parle de ses disciplines, de ses métiers. En tout cas, bienvenue aux architectes, aux paysagistes, aux urbanistes pour cette nouvelle année universitaire et ce cycle d'1 an, 2 ans et un peu plus pour certains au sein de l'IMVT. Eh ben, bonsoir aussi à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Rémi Dutoit, je suis responsable de la pédagogie sur le site de Marseille, je suis paysagiste. On partage la direction du site avec Caroline Piala, qui est là, qui s'occupe plus de la partie administrative. Donc on est un deuxième site de l'école du paysage de Versailles. Nous, pour le moment, on a donc les 2 années de master, qui sont les 2 années qui concluent en fait le diplôme d'état de paysagiste. Le diplôme, il commence en fait à la licence 3 et normalement, l'année prochaine, pour la 4e rentrée à l'IMVT, on aura aussi les licences 3 qui seront dans l'établissement, donc on aura trois promotions. On est petit, hein, c'est des promotions de 20 étudiantes, donc en tout une 60aine d'étudiants à terme sur le site de Marseille de l'école du paysage. Voilà, bienvenue à l'IMVT et ravi de vous rencontrer, de vous recroiser. C'est un bâtiment où on se croise, donc c'est bien d'avoir cette initiative de se rencontrer pour qu'on puisse savoir qui on est et éventuellement discuter. Les étudiants de l'école du paysage, en fait, sont en train de terminer. Ils pensent qu'ils arriveront et qu'ils seront là pendant le cours de la conférence. Merci, à tout à l'heure. Donc, on commence avec l'architecture. Bonsoir. Donc, on va faire ça à 2 voix. Rémi Marciano, tu te présentes. Je suis architecte et je suis enseignant de projet à l'école d'architecture, ici. Et moi, je suis particulièrement touchée que Anne m'ait demandé de participer à cette conférence inaugurale, parce que comme vous, j'arrive cette année. J'ai enseigné 5 ans à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux.
Et en particulier, je vais mettre l'accent sur la création d'espaces pédagogiques communs aux 3 écoles. Voilà. Voilà, ce qu'on peut dire peut-être des architectes qui enseignent le projet à l'école, pour la plupart sont des praticiens, donc ils ont cette double casquette d'être à la fois des enseignants et des praticiens pour être vraiment ancrés dans le métier, dans la pratique du métier. Alors, être architecte, qu'est-ce que c'est ? C'est bien sûr un métier passionnant à travers les différentes thématiques que vous et les champs qui sont présents à l'école. On retrouve un peu les caractéristiques de ce qu'est réellement un architecte, avec, en fonction de chacun, un peu une appétence à être plus créatif, scientifique, humaniste. C'est une discipline qui est artistique et qui est engagée. Donc, en fonction des profils, vous êtes plus ou moins ça, ou peut-être même tout ça à terme. C'est ce que je vous souhaite, puisque c'est toutes les questions et toutes les thématiques qu'aborde ce métier, en plus de s'occuper des urgences, à n'en parler, climatiques, sociales, avec le projet comme vraiment une manière de penser, une manière de réfléchir, quelles que soient les échelles, de la vie, du territoire, de l'édifice, du meuble même parfois. Moi, je vais vous parler plutôt de cette pratique du maître d'œuvre praticien. Donc, le praticien, l'architecte, quand il a son agence, qu'il travaille en agence, il a 2 types de commandes, si on schématise un petit peu. Des commandes publiques, illustrées là par un grand projet marseillais, le MUSEM, et des commandes privées. Ça peut être des maisons. Ici, c'est une maison qui est emblématique. C'est la maison La Tapie de la Caton-Vassal à Bordeaux, qui a fait école. Vous comprendrez. Je peux pas m'arrêter sur tous les points, mais vous comprendrez sûrement très rapidement pourquoi. Et puis, il y a des pratiques qui sont alternatives. Il y a des collectifs qui se montent et qui décident de faire des projets ensemble, de les construire avec les habitants. On appelle ça l'architecture ou l'urbanisme transitoire. Et aujourd'hui, ça permet une préfiguration de certaines situations qu'on peut croiser en ville. Le projet d'architecture, donc, il est très riche et il comporte des tas de thématiques. On a choisi avec Christelle d'aborder le projet par les thématiques, pour vous donner comme ça quelques images, quelques références, donc comme par exemple les grands ensembles. Donc les grands ensembles, c'est ces immeubles qu'on a construits souvent un petit peu rapidement dans les quartiers périphériques au centre-ville. Donc plutôt que de les démolir, ce qui a été le cas de beaucoup, on préfère largement les transformer, les réhabiliter. Ici, vous voyez, on a rajouté des balcons, toujours la Caton-Vassal, et ils ont gagné un espace extérieur, une pièce en plus, et ils ont gardé surtout la mémoire du site. Après, on parle de densité, de verticalité. Déjà, à l'époque, quand on a construit cette ville de Bologne, on a construit des tours. Alors, c'était peut-être moins par souci de verticalité, plus pour être visible dans la ville. On peut parler d'horizontalité, cette jolie maison en bois qui se pose à peine comme ça sur son sol, qui vient à peine l'effleurer et dialogue aussi avec la forêt. On parle d'échelle. Ici, cette échelle, elle est étonnante et ambiguë parce que on voit presque des maisons individuelles, mais en réalité, c'est un immeuble qui a été conçu comme un empilement de maisons sur un grand parking et qui constitue un immeuble un peu atypique comme ça à Copenhague. On va parler aussi de pensée constructive. Donc, l'architecture, c'est de la structure, c'est comment ça tient. Il y a des architectes qui s'emparent de ces questions fortement et qui font de ces questions le fondement de leur écriture architecturale. Comme par exemple Christian Quérez, qui fabrique ici qui pense une école et qui empile les programmes. Et le projet, il montre clairement la structure. Dans notre école, vous pouvez aussi lire clairement la structure. C'est assez didactique, ça donne souvent de la force aussi aux espaces. Après, il y a des architectes qui travaillent sur la matérialité. Ça, ce sont d'anciens étudiants de l'école, donc l'agence Orma, qui sont installés en Corse et qui ont construit ces murs avec un béton de site. Donc, c'est un béton avec la terre escavée du site mélangée et qui donne cette texture qui est très proche en fait du sol et de la terre qui est à côté. Ça, c'est une autre vision de leur projet. Une autre thématique, c'est le travail plastique. C'est-à-dire qu'on travaille avec la couleur, avec la matière, avec les brillances.
Et cette architecture de points suprêmes, qui sont une des équipes qui ont participé à la construction de l'école, ça rappelle un peu un collage. C'est quelque chose d'assez hybride et d'assez joyeux. Donc la couleur fait partie aussi, avec la matière, des choses que vous manipulez quand vous êtes architecte. Les matériaux biosourcés, vous entendrez ce mot de plus en plus. C'est des matériaux qui sont bio ou géosourcés, donc qui viennent d'un site proche du projet et qui sont des matériaux naturels. Là, encore d'autres anciens étudiants de l'école, l'agence Combas, qui ont construit ce centre médicalisé en terre crue. Donc c'est de la terre crue qui est compactée, qui est empilée et qui sert vraiment de mur. Donc c'est très bénéfique, c'est l'inertie, c'est le confort aussi qu'on peut ressentir dans ce type de bâtiment. Un autre mot que vous entendrez souvent, c'est le réemploi. Ici, c'est un petit projet manifeste, c'est un petit pavillon qui est construit avec d'anciennes portes de bureaux et qui fabrique comme ça la façade de ce bâtiment par l'agence Encore Heureux. Après, bien, en Méditerranée, dans le sud notamment, on peut parler d'ombre et de lumière. Le soleil est très fort, ça fabrique de l'ombre, donc on conçoit aussi parfois avec l'ombre. Ici, vous voyez, ces portiques, ils créent un rythme. Et c'est presque une matière de conception pour nous. La transparence, un projet emblématique, celui de Jean Nouvel et de la Fondation Cartier. Le bâtiment, il est fait comme ça de pans de verre qui mettent un peu en abîme le programme et le jardin. Donc ça crée des reflets, ça crée aussi une vision sur le jardin qu'ils voulaient conserver et mettre en avant. L'épaisseur, donc l'épaisseur, c'est lié à la matière. Et là, vous voyez le lien qu'il peut y avoir entre le dessin, les premiers dessins de Peter Zumthor, quand il imagine ces termes en Suisse, et la construction donc de ce projet qui est en pierre comme ça et qui donne ce sentiment d'épaisseur, de profondeur. On a creusé le bâtiment un peu dans la masse. L'effet de socle. Donc l'effet de socle, c'est une volonté de mettre en contraste des choses. Donc c'est ce travail sur le socle et le sol du bâtiment de la néo-galerie par Mies van der Rohe. Et puis la simplicité extrême de cette structure, c'est 6 poteaux qui viennent tenir ce grand toit et qui abritent une grande galerie d'art à Berlin. Donc c'est un projet qui est ancien, qui a été rénové récemment. Le rythme, c'est musical, c'est un terme qui est musical, mais qui est aussi architectural. On parle de rythme pour une façade, pour des portiques, pour des fenêtres comme ça qui viennent fabriquer des séquences. La notion, donc là on se rejoint un petit peu avec le paysage, donc forcément il y a des passerelles et il y a des porosités entre nos disciplines. Ici c'est cette notion de limite et de relation au paysage, c'est cette piscine qui vient se confondre avec la mer qui est affleurante et qui fabrique des jolies situations. La topographie, c'est aussi une thématique qui est liée au paysage. Et cette maison de Soto de Moura qui est encastrée dans la colline, dans les restanques, qui disparaît pas, mais qui est mise en scène dans le paysage comme appartenant à ce paysage. La notion de programme et les notions d'usage. Ici, à l'EMVT, les architectes ont imaginé ces grands plateaux distributifs. Ils distribuent des salles, mais ils sont aussi appropriables par vous, pour travailler, pour échanger, pour manger le midi, pour des spectacles, etc. Donc il y a une grande générosité qui permet de la flexibilité. La flexibilité, c'est ce que Christelle, ici présente, a imaginé quand elle a conçu le parking de la friche de la Belle de Mai, qui n'est pas uniquement un parking, qui devient, quand il n'y a plus de voitures dessus, un espace qui peut être aussi festif, etc. Moi, j'ai pu travailler sur l'Hexagone à Lumini, qui est une bibliothèque universitaire. Et là, on a transformé ce bâtiment. C'était un restaurant universitaire où on mangeait très mal. Mais bon, c'est un restaurant universitaire. Et on l'a transformé en bibliothèque universitaire. Donc, on a dû creuser l'intérieur pour amener de la lumière. On a imaginé une topographie qui traversait le site. Puis, on l'a protégé par des brise-soleil pour gérer la relation au soleil. Et ça, c'est un projet d'étudiante, Naïa Laporte, donc on travaille aussi sur la transformation à l'école et sur la mutation du patrimoine notamment.
le voyage. Vous verrez qu'on a une pédagogie qui est associée à des voyages d'études à l'école, et c'est une grande thématique d'architecture aussi, parce qu'on apprend en voyageant, en regardant, en étant curieux toute sa vie sur ce qu'on peut percevoir de ces voyages, qu'on peut apprendre de ces voyages. C'est un peu rapide, mais on n'a pas trop de temps. Alors je passe la parole à Christelle. Voilà, alors j'ai remis ce petit schéma. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, les étudiants en architecture, ils viennent juste de passer le bac. Ils arrivent en L1 et on a les étudiants des écoles de paysage et d'urbanisme qui, eux, rentrent en master. Donc, ce qui correspond à la 4e année du cursus. Donc, vous êtes un petit peu décalé en âge, mais c'est la première année commune que vous faites ici à l'Institut méditerranéen. Bon, alors le parcours, je pense que vous le connaissez. Ici, on a donc 3 années de licence, 2 années de master et puis des post-masters avec une offre de doctorat propre à l'école d'architecture de Marseille et puis peut-être une ambition commune aussi d'avoir des diplômes de l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires. Alors, je ne vais pas insister parce que je sais que vous avez eu une réunion sur les contenus pédagogiques de l'année à venir, donc de votre L1, mais quand même pour que vous ayez une vision. Donc sur les 3 prochaines années, elles sont organisées avec des grandes thématiques qui sont géographie, ressources et politique. Et ensuite, c'est organisé par semestre, avec un grand projet par semestre, on va dire, et une progressivité qui est à la fois scalaire et dans la complexité du territoire et des usages qu'on introduit au fur et à mesure dans vos programmes de projet. Donc le S1, c'est le commencement, vous y êtes. En S2, vous verrez les préexistences. En S3, vous irez plus loin dans la connaissance et la recherche de ressources et de matières. En S4, le thème, c'est ambiance avec un petit projet d'équipement public. Et puis en 3e année, on va vous autonomiser. Voilà, l'objectif, c'est que vous soyez vraiment l'auteur de vos projets avec des regards qui commencent à être acerbés, des regards de sachants. Donc en S5, vous allez faire un projet de logement collectif sur le thème Habiter ensemble. Et puis en S6, c'est le grand équipement métropolitain avec aussi la notion d'espace public qui est coordonnée par Rémi. Ensuite, pour les 2 années de master, alors là c'est un petit peu loin, je vous en parle très rapidement comme ça. On a une offre assez riche de 15 studios de master qui sont complétés par des séminaires et des cours magistraux. Donc vous voyez les thématiques, je vais pas les énumérer, vous voyez que c'est extrêmement attentif aux enjeux du territoire méditerranéen qui sont évidemment partagés avec les enjeux paysage et urbanisme et puis qui sont colorés après en fonction des postures des différents enseignants qui tiennent ces masters et qui ont rédigé cette offre, qui sont en majorité des architectes praticiens, mais il y a aussi une grande complémentarité avec des équipes de chercheurs qui correspondent aussi aux 4 champs dont on a parlé tout à l'heure et qui interviennent en atelier pour nourrir vos projets et vous accompagnent et vous cadrent plus précisément sur les rédactions de vos mémoires de séminaires et les cours magistraux. Voilà l'offre. Enfin, quelques exemples, parce qu'on a effectivement très peu de temps. Et puis, je sais que vous avez été accueillis par une personnalité assez forte, Mathias Rollo, qui a une posture très radicale. Alors, moi, je respecte infiniment ce qu'il écrit, mais je crois que pendant ces 5 années, et puis face aux enjeux actuels où on se pose tous plein de questions, et cette question qui revient, construire, ne pas construire, nous, on a la responsabilité de vous responsabiliser, justement, par rapport à cette question-là. Mais je pense qu'on a aussi la responsabilité de répondre à cette question ensemble et puis de vous décomplexer un peu. Donc, je voulais vous proposer très rapidement l'extrait d'un cours que je faisais à Bordeaux pour l'accueil, enfin, introduction à l'architecture des premières années, qui propose de décaler un petit peu le regard comme ça, comme on le fait quand on aborde une autre discipline, mais surtout de regarder les choses autrement et de changer un petit peu de focale. Peut-être qu'on peut se dire que construire, ça peut être, par exemple, flotter. Ici, on a un projet de Kunle Adeyemi qui propose une école flottante pour le bidonville de Makoko
Au Nigeria, construire, ça peut être aussi juste déplacer. Là, c'est une commande de maison de retraite. Et puis, Yunya Ishigami, il dit, non, en fait, je vais faire un inventaire dans les 50 kilomètres à la ronde des maisons qui sont vouées à démolition. Et puis, il les déplace et en les organisant comme ça, après un grand travail d'inventaire que vous pouvez voir ici, pour créer la maison de retraite sur le site. Construire, ça peut être aussi juste gonfler. Là aussi, vous le voyez, ça suppose de travailler avec d'autres ingénieries et d'autres disciplines. Un projet d'accueil d'urgence sur un site de la SNCF par Julien Belair. Construire, ça peut être tisser. Une magnifique coopération de 13 tribus qui se faisaient la guerre depuis 5 générations à la frontière entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, et qui construisent avec un matériau local, le roseau. Construire, ça peut être manger. J'aime bien cette référence. Ensemble, c'est un collectif d'architectes qui fait uniquement des projets expérimentaux. Et là, c'est le veau qui, en fait, décoffre le pavillon qui a été coulé sur des bottes de foin. Donc, ça a pris 1 an, en fait, de décoffrer. Ça, c'est aussi une notion très importante, le temps dans le projet. Construire, ça peut être permettre. Le projet de la demi-maison dont on vous parlera sûrement souvent puisque c'est Alejandro Aravena, Pritzker 2016 qui a proposé cette technique pour permettre en fait aux habitants de finir et de construire l'autre moitié de leur maison. Construire, ça peut être augmenté. Rémi vous a déjà parlé de cette référence de la Caton Vassal. Construire, ça peut être aussi juste permettre de marcher avec cette transformation assez spectaculaire des infrastructures de Séoul en parc urbain et piéton par MVRDV. Aménager, ça peut être aussi juste rafraîchir et rêver un peu. Construire, en tout cas, à l'échelle du territoire, nos pensées communes, ça peut être planter, planifier. Là, c'est une réflexion à grande échelle sur le territoire de la côte chilienne post-tsunami. Et donc, vous le voyez, c'est forcément pluridisciplinaire et très attentif au territoire et aux enjeux. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Rémi avant de lui passer la parole, parce qu'il se demande parfois ce que l'architecture peut apporter au paysage. Peut-être que l'évidence est plus facile. Non, c'est important. On doit accueillir le vivant. Le vivant humain, c'est notre rôle, mais aussi le vivant non humain. Ça, c'est une responsabilité. Et c'est un très joli projet d'immeuble lépidoptère qui accueille, je crois, plusieurs milliers d'espèces de papillons. Voilà, je te laisse la parole là-dessus. Merci Christelle, c'est parfait, ça me fait effectivement une belle transition pour commencer par une petite mise au point. Donc, moi, je vais vous présenter en fait, en gros, 3 parties. Le métier de paysagiste, les champs de connaissances qu'il appelle, et puis je finirai par l'enseignement à Marseille. Donc moi, je m'appelle Rémi Dutoit, je suis paysagiste, praticien, je travaille à Fort-Calquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Je travaille ici à Marseille en tant qu'enseignant de projet sur 3 séquences, j'y reviendrai. Et puis, depuis 2 ans, j'ai la responsabilité pédagogique du site, c'est-à-dire que je suis là, en gros, 2 jours par semaine, principalement les jeudis, vendredis. Je vais pas pouvoir tout dire, parce que 15 minutes, c'est court, on peut pas tout dire. Donc, soit il y aura des questions après, soit je vous invite vraiment à venir nous rencontrer, Caroline, moi, ou des étudiants, si vous voulez des précisions. Je vais aller un peu vite, parce que voilà, c'est 15 minutes. Alors, un truc qu'il faut éviter de faire, par exemple, pour faire l'anecdote de démarrage, c'est de venir nous voir en nous disant, voilà, j'ai fait un projet, là, je suis assez content, mais je sais pas j'aimerais bien planter des arbres, je sais pas quoi planter. Vous qui êtes paysagiste, est-ce que vous pouvez m'aider? Là, en fait, ça va plutôt mal commencer, même si on a du recul et de l'humour. C'est un peu comme si on venait vous voir en vous disant, là, j'ai fini un projet, c'est vachement chouette, mais là, j'ai un mur à faire, je sais pas comment faire. Est-ce que vous pourriez m'aider? C'est-à-dire que, évidemment, chez les architectes, il y a plein de gens qui ont commencé il y a des gens qui ont peut-être commencé par être maçons, de la même manière que chez les paysagistes, il y a des gens qui ont commencé par
travailler avec le végétal. Mais c'est pas le seul registre d'intervention, c'est pas notre seul champ de connaissances, c'est beaucoup plus général que ça. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est que les paysagistes sont avant tout des concepteurs d'espace. Alors là, j'ai quelques exemples, moi aussi de parcs. Évidemment, on est plus attendu sur des parcs. Là, c'est des projets de l'agence APS qui a aussi travaillé sur la place Jean Jaurès que vous connaissez à Marseille. C'est des paysagistes qui ont fait cette place. Les jardins du Mucem, c'est plus convenu, mais on travaille aussi évidemment sur les espaces publics. En haut à droite, c'est le mémorial des attentats du novembre 2013 à Paris, à côté de l'hôtel de ville, qui a été fait par l'agence Wagon Landscaping, qui est Mathieu Gontier, qui est un enseignant sur le site ici. Ensuite, je vous montre deux autres images pour aussi faire un petit saut de puce sur le métier de paysagiste, qui est un changement d'échelle à une échelle de territoire. Là, par exemple, en haut à droite, vous avez une étude de paysage qui date un peu, mais que j'aime bien montrer, parce que c'est une étude qui s'appelle Boire l'eau du lac, qui est une étude autour du lac de Vassivière par le collectif Coloco et Gilles Clément. Et cette étude, elle considère en fait, elle associe, et c'est un peu une première pour moi dans l'histoire un peu de notre métier, elle associe la bonne santé écologique d'un paysage à son esthétique. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Boire l'eau du lac, en disant tout ce qu'on va pouvoir faire pour rendre les milieux sains participera à l'esthétique du paysage. Et donc là, vous voyez, on change d'échelle, on est sur une échelle de territoire où le paysage est plus à ce moment-là on peut le considérer comme le constat de ce que les hommes font sur un territoire. Comment est-ce qu'ils s'organisent dessus, comment est-ce qu'ils l'occupent, comment est-ce qu'ils le préservent, comment est-ce qu'ils l'utilisent, comment est-ce qu'ils le transforment. Et tout ce territoire fabrique un paysage parce que dessus, il y a les mobilités, l'agriculture, les villes, tout ce qui va le constituer. Et quand on travaille à des échelles de territoire, ce que les paysagistes appellent le projet de paysage, c'est une manière d'inverser en fait le constat. Et plutôt que d'en faire une conséquence subie, un résultat qu'on constate, on en fait un projet. C'est-à-dire, on voudrait aller vers ce paysage et comment est-ce qu'ensuite on va déconstruire toutes les politiques publiques un peu techno, un peu complexes. Le projet de paysage permet d'y rentrer avec un peu plus de convivialité. Donc cette image, elle vous montre à la fois un grand territoire et puis des sites pour vous dire que les paysagistes, ils travaillent à la fois sur des territoires et sur des sites, dans une imbrication d'échelle. Je vous disais au début, c'est transformer des espaces. Transformer des espaces, ça veut dire que quand on veut transformer un lieu, se projeter dans l'avenir, un avenir qui n'existe pas encore, eh bien, la première chose à faire, c'est déjà de voir ce qui existe. C'est même un des fondements de notre culture qui vient de la mythologie grecque, en fait. Ça, c'est un jour Hermès qui veut apprendre à lire l'avenir et il veut pouvoir voir le futur et dans son enseignement, lui dit si tu veux voir le futur, il faut déjà que tu vois ce qui est là. Donc, voir ce qui est là, c'est en fait 4 champs dans notre métier. Il y a 4 champs qui nous permettent de regarder ce qui est là, de connaître l'état des lieux d'un paysage, d'un territoire, d'un site, pour pouvoir le transformer. Ces 4 champs, je les ai mis là, vous voyez, autour de territoire et sites. C'est en fait, moi, ce que j'appelle TESA, vous savez, c'est aussi du scotch, un peu ce qui scotche les choses. Donc TESA, c'est la technique, l'écologie, les sciences humaines et l'art. Vous voyez sur ce schéma un peu vite fait, ça veut montrer que tout est imbriqué. On va parfois, par exemple, faire une sortie en écologie. On va besoin de regarder les milieux et on va les dessiner. Donc on va convoquer le champ de l'art, de la représentation, du dessin et le champ de l'écologie. Alors, donc tout ça s'imbrique et je vous donne quelques exemples là. En parlant de l'art d'abord, qui a un peu une double fonction. D'abord, apprendre à représenter ce qui est là. Et ça, vous le verrez, vous aussi, que ce soit dans tous les métiers de projet, pour pouvoir dessiner une transformation, il faut pouvoir dessiner un état des lieux. C'est vraiment basique. Et puis, c'est un médium, parce que vous voulez partager
quelque chose qui n'existe pas encore avec quelqu'un, il faut déjà avoir un dessin qui permet de dire, voilà, c'est comme ça que j'imagine les choses. Donc, il faut avoir cet outil de la représentation. Puis, il y a aussi une aide très, très forte dans la conception, c'est-à-dire dans la projection, dans le fait d'imaginer ce qui n'existe pas encore. On a besoin de pas de côté, on a besoin de recul, on a besoin de passer par de l'abstraction aussi. Et ça aussi, les artistes nous aident beaucoup parce que c'est un peu leur came de travailler sur le pas de côté, regarder le monde avec poésie et s'extraire du réel pour mieux en fait y revenir. Les sciences humaines, je ne vais pas dans l'ordre TESA, les sciences humaines, c'est un peu savoir quand on intervient sur un lieu, où on intervient, comment est-ce qu'on atterrit, qui sont les humains qui habitent ce territoire, comment est-ce qu'ils l'ont transformé. Ça s'appelle la morphogénèse, l'histoire de la transformation d'un territoire. On touche à ce moment-là les dimensions politiques, évidemment. On touche aussi la dimension qui est importante, qui est celle des usages. Et puis les logiques foncières, les pratiques, les représentations, les groupes sociaux, les dynamiques démographiques. On apprend aussi cet aspect-là. Il est nécessaire dans notre métier. La technique, là j'ai mis un petit plan de nivellement. Bon, voilà, c'est sur la topo évidemment, mais c'est aussi la connaissance précise des sols. Là, on rejoint aussi le champ de l'écologie, mais on en parle aussi en technique sur la façon de le préparer, de le connaître. Et puis il y a aussi tout ce qui est génie écologique qui rejoint aussi l'écologie, mais qui est une part importante en fait de l'outil du paysagiste. Et puis évidemment l'écologie. En fait, là aussi, il y a un grand lien avec le projet, parce que maintenant on sait, vous savez, depuis tout ce qui s'est passé, on sait depuis longtemps, mais enfin le Covid a quand même mis un petit coup très net sur le fait que on était dépendant, notre survie était dépendante de la diversité du vivant. Donc on a un peu l'obligation de penser les aménagements pour aussi fabriquer des habitats. Pas seulement, on en détruit parfois, mais on peut aussi penser des aménagements qui en produisent. Mais en plus de ça, la connaissance des habitats, la connaissance des autres êtres vivants et l'attention qu'on peut leur porter fait que ça augmente aussi nos registres de conception d'espace. Ça, c'est vraiment important. C'est une source d'inspiration, sans être littéral, c'est pas du biomimétisme, mais il y a aussi tout un registre formel, spatial, qui demande là à être exploré et qui est assez fertile. Voilà. Je vais conclure sur en fait cette coupe méditerranéenne, puisque à Marseille on la suit. On est sur une des particularités de la Méditerranée, c'est que partout sur le pourtour méditerranéen, on a un paysage qui va de la montagne à la mer. Et donc nous, on a construit nos 6 séquences pédagogiques. On en a 2 par semestre, selon cette coupe méditerranéenne, avec des systèmes de séquences. Et les séquences, en fait, sont des temps de 7 semaines, avec un projet dans une géographie et tous les champs dont je vous parlais tout à l'heure, les TESA, qui gravitent autour de cet atelier de projet, de cette géographie. Quand on commence là, en ce moment, on est en plein dans l'atelier montagne. Si vous allez à l'atelier en 700, vous verrez les étudiants travailler sur la montagne. Eh bien, on a eu des cours d'écologie sur les systèmes écologiques de montagne. On a eu des sciences humaines sur l'histoire des stations de ski. On a eu en technique, on va travailler sur des plans de nivellement. Tout gravite en fait autour de la géographie. Et voilà, avec beaucoup de partenaires, des parcs naturels régionaux, la région et différentes collectivités. On est une petite équipe, on est 10 enseignants. On est très heureux d'être là et de partager les locaux avec vous. On a des belles perspectives. Déjà l'année prochaine, on va faire... si on a la licence 3, ils feront le bivouac avec les licences 1 qui arriveront. C'est-à-dire que moi, je suis venu voir cette année, vous m'avez peut-être vu traîner au bivouac parce que l'année prochaine, on a très envie de mélanger les étudiants en paysage avec les architectes au moment de l'arrivée à l'IMVT. On commence aussi déjà à s'acculturer, à avoir des ponts dans certaines séquences. Là, on a travaillé avec les masters 1 et 2 de construire dans le construit sur la montagne. On fabrique des ponts. Et puis tout à l'heure, on vous parlera du workshop IMVT aussi, je pense.
Voilà, je fais une petite pub pour vous dire qu'il y a une conférence le 9 octobre avec Gilles Clément et Véronique Mur, ici, qui sera aussi retransmise sur Teams. Donc vous pourrez la regarder, mais c'est mieux d'être là, mais vous pourrez la regarder aussi. On parlera de paysage. Le titre de la conférence, ce sera « Quel paysage sommes-nous en train de fabriquer ?» Et évidemment, on parlera des arbres. Voilà, je vous remercie. Après l'architecture, après le paysage, tu veux prendre ton nom, l'urbanisme. Je vais passer celle-ci. Alors, on s'était donné pour consigne un quart d'heure, essayer de parler des métiers, des formations, de la discipline. Donc, il a fallu faire des choix. On pourrait faire... Toutes les disciplines ont leur vie. Hein. Elles se recomposent, elles changent à travers les contextes et l'histoire. Alors, j'ai fait quelques choix pour vous dire quelques mots de cette discipline. L'aménagement de l'espace et l'urbanisme, c'est son intitulé officiel de cette discipline. C'est un champ de recherche et un champ d'action. Un champ de recherche et un champ d'action qui a un réseau de formation. Alors, c'est l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional, c'est l'Institut d'urbanisme de Lyon, nos collègues de l'Institut d'urbanisme de Grenoble. Ces instituts sont à peu près tous nés au même moment, en période de forte croissance urbaine et de forte croissance économique, quand il y a eu besoin de planifier les installations et le partage du sol. Donc c'est une histoire commune avec un réseau d'instituts. Et chacun, voilà, alors l'IATU, Institut d'aménagement et de tourisme, c'est les Bordelais. Voilà, il y a des petites couleurs et des petites touches. Ce sont des professionnels et des associations professionnelles. Les urbanistes, c'est pas une profession réglementée comme les architectes. Cependant, il y a un Centre national des jeunes urbanismes, un office de qualification, voilà, qui vous accompagne, qui accompagne ces jeunes professionnels quand ils sont, à travers leur carrière, qu'ils soient indépendants ou qui travaillent en collectivité et au bureau d'études. Et puis, l'aménagement de l'espace et l'urbanisme, ce sont des chercheurs et des enseignants. Alors moi, je suis pas conceptrice d'espace je suis pas conceptrice de choses matérielles. On est des universitaires avec des doctorats dans des disciplines des sciences humaines et sociales assez variées, pour ma part en sciences politiques, sur les politiques publiques territoriales. Et on a nos sociétés savantes, nos revues, nos programmes de recherche au service de cette réflexion. Mais de cette réflexion sur quoi ? Alors, quel est l'objet de l'urbanisme et de l'aménagement ? Alors, si je vais au plus général, en quelques mots, on nous dit, Françoise Choët, dans les théories de l'urbanisme, il s'agit de se préoccuper, de réfléchir à l'organisation spatiale des établissements humains. Cette affaire-là, mon cher Rémi, est quand même très anthropocentrée dans son histoire. À différentes échelles, du national, des politiques d'aménagement du territoire, à des échelles plus locales, de quartiers, et là on utilise le mot urbanisme. C'est une discipline et un champ d'action qui est une discipline d'interface. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a envie de s'amuser ensemble à l'intérieur d'un IMVT avec des gens un peu différents de nous. L'interface entre la société et l'espace. Et puis peut-être, aujourd'hui, on utiliserait un autre mot, l'interface entre des sociétés et des milieux, des habitats humains et non humains. Donc, c'est une discipline d'interface, c'est une discipline en mouvement dans son histoire et dans ce qu'elle a accompagné. Alors, vous verrez au passage que on n'est pas des disciplines de la représentation et de la conception, et que mon PowerPoint, il est moins illustré. Alors, j'ai fait, moi, des espèces de grosses patates pour rassembler ce qui est quand même au cœur de la façon dont on recrute nos étudiants et de la façon aussi dont on les forme. Ce sont normalement des gens qui arrivent de chez nous avec majoritairement un bagage en sciences humaines et sociales, majoritairement, pas exclusivement.
Et on va leur en remettre une petite louche à tous pour qu'ils aient le petit panel de toutes les couleurs, être capable de lire une sociologie urbaine, qui habite là. C'est important quand on veut derrière dérouler du service urbain et des politiques publiques. Vous avez besoin d'une crèche ou d'un EHPAD, de l'économie territoriale et urbaine. Vous êtes en décroissance urbaine avec des pertes d'emplois industriels. Vous êtes en saturation touristique. La géographie avec sa topographie, mais pas que. Les sciences politiques. Qui pilote? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Pourquoi vous voulez pas rejoindre la métropole? Du droit, de l'urbanisme et de l'environnement, pour citer les principales. Mais on est quand même un peu joueur, et je vous ai dit qu'on était une discipline d'interface. Deuxième patate, j'ai mentionné là-dedans sciences de la santé, génie urbain, les ingénieries de l'urbain et les sciences du vivant et les génies écologiques. Et là, on peut faire une petite histoire. Les sciences de la santé, elles ont été fondatrices dans la naissance de l'urbanisme. Il fallait arriver à vivre ensemble et faire société à l'abri des miasmes, des grandes épidémies, penser des réseaux d'assainissement, voilà. Donc, cet hygiénisme, on parlerait aujourd'hui d'urbanisme favorable à la santé, et on parle de diagnostic territorial, dans des exercices un peu clés que savent conduire les urbanistes. Voilà, ce mot diagnostic, un peu comme un médecin qui viendrait éclairer les maux les forces et les maux des territoires. Donc alors nous, on n'est pas médecin chez nous, mais ces sciences de la santé il y a eu une histoire d'interface forte avec l'urbanisme. Le génie urbain, on est contre tout contre. On peut avoir d'ailleurs des étudiants qui nous rejoignent en master avec des formations génie civil, puis qui sont très curieux de sortir de ce seul domaine technique pour le faire entrer un peu plus dans la société. Je parlais des grands réseaux d'assainissement. Alors, ça nous paraît normal de nous éclairer, d'avoir l'eau au robinet, d'avoir des télécommunications et de la fibre Internet qui fonctionnent bien. Tous ces grands réseaux du quotidien, dont on a l'impression que c'est tout à fait normal, alors que c'est des petits miracles techniques tous les jours de la vie pour que toutes ces choses-là fonctionnent. Puis après, on se rend compte que quand on veut revégétaliser, toutes ces choses-là, c'est des gros réseaux, des tuyaux invisibles en souterrain. Et il faut composer avec eux. Il y a des gros enjeux aujourd'hui de ces vieux réseaux qui résistent pour qu'ils fassent peut-être un peu autre chose, que des réseaux de transport soient pas dédiés seulement au trafic routier, mais les réseaux sont là. Comment on peut faire autre chose avec ? Que nos réseaux d'énergie, ils acceptent autre chose que l'énergie nucléaire d'EDF dans leur circulation, qui fonctionne dans les deux sens. Donc, vous voyez qu'à travers ces grands objets très structurants, ces grands réseaux, on n'est pas ingénieur, mais on est tout contre les réflexions de ce génie urbain. Et puis, dernière interface avec ces sciences qu'on va dire plus dures, nous, les SHS, aujourd'hui, un grand mouvement sur cet urbanisme du vivant. Alors, c'est pas complètement tout neuf, mais ça entre en force, où comment cet urbanisme, donc, a eu une histoire très anthropocentrée pour les habitats humains et l'accueil humain et des activités humaines, arrive à mieux faire concilier, cohabiter un urbanisme qui s'est fait peut-être contre la nature, puis qui s'est fait avec la nature et qui aujourd'hui pourrait se faire par la nature. Intensification urbaine par la nature, on pourrait là avoir effectivement des belles passerelles avec nos camarades de l'IMVT. Ça, c'était ma diapo principale, où je suis la plus bavarde. J'ai quand même fait un effort d'illustration. L'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional, c'est un Master 1 et 5 parcours de Master 2. Un institut qui est ancré dans le territoire depuis longtemps. Je vais essayer d'être rapide. Un Master 1 avec une promo unique. Nous, on a une capacité d'accueil à peu près maximale de 55 étudiants. Et puis derrière, une offre de formation articulée autour de
pour ce qui vous intéresse, 4 parcours de master. On a un parcours en formation continue qui a une grande utilité pour des professionnels qui ont déjà travaillé et qui veulent retourner se former. On a 3 parcours dits en formation initiale et un parcours en alternance. Ce parcours en alternance, il est orienté sur des questions de transition et de coopération sur les 2 rives de la Méditerranée, rive nord, rive sud. Et puis, les 3 parcours en formation initiale ont des petites couleurs thématiques sur des questions de planification et de territoires un peu, alors on l'appelait soutenable, mais c'est des territoires un peu à risque, des territoires un peu vulnérables. Le deuxième est un parcours historique centré sur les enjeux de renouvellement urbain, d'habitat et de renouvellement urbain. Et le dernier, il attrape à pleine main les questions d'urbanisme écologique et de paysage. Donc voilà l'architecture assez simple de notre offre de formation M1, M2. Et puis, je crois que c'est ma dernière, vous dire quand même en rentrant, je ne vais pas vous détailler, ça n'aurait aucun sens, les contenus des maquettes, mais vous donner un peu, vous dire un peu comment on équilibre les différents types de travaux ou d'exercices. À l'Institut d'Urba, il y a des enseignements théoriques dans les disciplines que j'ai évoquées avant, beaucoup SHS. Il faut savoir être habile et jongler avec ces grandes sciences sociales. Les M1, au premier semestre, en ont pas mal. Assez rapidement, des enseignements, je vais les appeler des enseignements pratiques, outils de l'urbanisme opérationnel, démarches et conduite de projet. On bascule du côté de la boîte à outils, mais concertation, voilà, les dispositifs de participation, outils du foncier, la maîtrise du sol. On met ces enseignements au service d'ateliers professionnalisants. Alors chez nous, ils s'appellent des ateliers longs de diagnostic territorial. Ce diagnostic territorial, voilà, qui convoque toutes ces disciplines au service de la compréhension un peu fine, un peu complète d'un territoire, qui est la première, qui est le socle pour basculer vers de l'atelier de projet. Et puis on a maintenant un format intensif de projet qu'on a construit à l'échelle de l'IMVT. Nos étudiants, ils ont aussi des enseignements dits d'outils. Donc, on travaille beaucoup moins la représentation. Je pense que au jeu des 7, vous aurez une interrogation écrite à la fin sur les 7 différences et les 7 points communs. Au jeu des 7 différences, nos étudiants sont moins outillés que les architectes et les paysagistes sur les outils de la représentation. Dans notre division du travail, nous, c'est pas ça, c'est pas notre priorité. Un mémoire de fin d'études individuel, très écrit, et un stage long. Voilà, un exemple, parce que, vous voyez, on n'est pas tout à fait à la même échelle. Je pense qu'au jeu des 7 différences, là, on a nos étudiants de Master 1 qui, en groupe, ont travaillé sur des noyaux villageois. Donc, des noyaux villageois, c'est des polarités historiques de Marseille, et ils ont travaillé sur cette vallée de l'Uvaune qui structure beaucoup de choses, qui a une longue histoire et qui a structuré de l'urbanisation. Donc territoire à enjeu dans cette vallée de l'Uvaune, à la fois facteur de risque, une eau facteur de risque, à la fois une eau ressource. Donc comment on fait, on a une compréhension fine de cette vallée de l'Uvaune et comment on peut apporter des pistes pour cette ville de Marseille qui se préoccupe de renforcer ou de conforter ces noyaux villageois historiques. Je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention. On a essayé de tenir à peu près le timing. Merci. Bon, au moins Rémi... On voulait... Alors, je découvre un peu les diapos. Je commence et puis on se passera
On est en train de construire l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires en construisant des croisements, des exercices complètement communs, des exercices partiellement communs. On essaie de le faire pour vous, avec vous étudiants. Ça passe aussi par aussi entre nous. Moi, je suis aussi très contente ce soir d'avoir entendu les présentations de mes collègues des 2 autres établissements. Une des briques importantes et qui prend de l'ampleur, c'est ce qu'on a appelé le workshop IMVT. Workshop IMVT, c'était avant même qu'on habite ensemble ici, l'envie de commencer à faire des choses ensemble, avec donc des ateliers de projets intensifs d'1 semaine, avec des groupes équilibrés de paysagistes, d'architectes et d'urbanistes. Donc c'était des architectes en niveau master, parce que nous, vous avez bien compris qu'on n'a que des étudiants de niveau master. Donc 1 semaine intensive sur un thème, là c'est la ville de Marseille qui avait des envies et des besoins et envie de travailler avec nous. On a travaillé 2 ans sur les noyaux villageois. Et puis là, on travaille sur la ville productive, essayer de conserver de l'activité productive dans des territoires assez urbains et assez denses. Tu continues ? Oui, je continue. Là, pour le moment, on est jusqu'alors, on avait un partenaire et 3 sites. 3 groupes par site, et l'idée quand même c'est que ça monte un peu en puissance. C'était principalement les masters, donc vous dans 4 ans, là dans 4 ans on sera au top, hein, ça sera là pour le moment c'est un peu plus compliqué, mais on va essayer, enfin on a quand même l'ambition d'aller sur plutôt une durée de 15 jours plutôt qu'une semaine, parce qu'une semaine c'est un peu court pour se rencontrer. Même si il y a des ponts qui vont se faire, on se dit que c'est un moment d'acculturation commune hyper importante en fait, cet atelier ensemble. Nous, on a très envie en fait. Il y a un petit groupe d'enseignants qui a très envie de travailler ensemble, mais c'est complexe en fait. Il y a des questions d'emploi du temps, les questions de nombre en fait. Vous êtes beaucoup plus nombreux, donc vous avez beaucoup plus de studios que vous choisissez. Nous, on a à chaque fois une promo. Donc, où, à quel moment collaborer? Ben, justement, ce workshop IMVT, c'est vraiment l'occasion de faire travailler pas l'année prochaine, mais celle d'après, on sera environ à un plateau de 180 étudiants qui vont travailler ensemble des 3 établissements, en fait. Donc là, il va y avoir quand même un peu plus d'ampleur. On a envie de faire venir des conférenciers, évidemment que les élus soient présents et que ce soit pour vous un moment quasiment professionnel en fait. Ça arrive qu'on travaille ensemble et à quel moment est-ce qu'intervient l'urbaniste, le paysagiste, l'architecte, comment est-ce que on distingue les compétences de chacun pour savoir à quel moment c'est le plus pertinent de travailler ensemble. Ben, c'est un peu l'objectif du workshop IMVT qui sera mis en place et qui va commencer aussi cette année à cheval sur février. Cette année, c'est la première semaine de février. Donc, si vous êtes par là, il ne faudra pas hésiter à venir. Je crois qu'on a fait le tour. Mais oui, on peut dire que ce workshop, il est un peu à l'image aussi de l'exercice du métier plus tard. C'est-à-dire qu'un architecte, il travaille pas seul. Il travaille d'abord dans une phase de programmation avec des urbanistes, avec des programmistes, avec des économistes, etc. Puis en phase de conception avec des ingénieurs, avec des acousticiens, avec des paysagistes. Donc ce travail partagé, il y a le projet qui est au cœur souvent. C'est quelque chose auquel il faudra vous habituer par le workshop, parfois par du travail en binôme aussi, savoir dialoguer, savoir exprimer et expliquer son projet. Tout ça, ça fait partie aussi du travail de création. Et puis aussi, une particularité, c'est qu'au fur et à mesure où vous allez grandir dans cette école, la licence puis le master, vous terminerez par avoir un propos assez complet sur le projet, c'est-à-dire que vous ne répondrez plus seulement à un programme, et vous imaginerez aussi le programme, son écosystème, une situation dans un territoire, etc. Donc vous aurez de plus en plus de liberté
d'être le propre auteur en fait de votre projet et de sa programmation. Ça va? On passe aux questions si vous en avez. On est dispo pour échanger. Il y a un micro comme ça. Voilà. Comme ça. Passer. On essaye, hein. Pour le workshop, je voulais savoir si c'était directement dans la chronologie des cours ou si c'était quelque chose de supplémentaire à faire qu'on aura de proposer pendant nos années de master. Ça fait partie en fait de l'offre pédagogique. Donc ça délivre en fait des ECTS. Enfin, voilà, oui, ça fait partie complètement de la pédagogie, comme le voyage d'études en fait partie, comme des tas de choses qui constituent en fait la pédagogie et ses études. Ouais. J'espère que je ne vais pas répéter. Mais à propos des workshops, non pas les workshops, mais les projets qu'en master, l'école d'urbanisme, paysage et architecture feront ensemble, est-ce que vous pourrez un peu plus élaborer là-dessus? Comment est-ce qu'on travaillerait ensemble? Alors, la formule d'une semaine, elle comporte 1 à 2 journées de ce qu'on appelle d'arpentage, c'est-à-dire d'aller voir des sites déjà. On a travaillé avec des partenaires des différents sites. Donc cette année, il y aura la métropole, la ville de Marseille, donc des quartiers de la ville, et puis ce qu'on a appelé des franges métropolitaines, la métropole dans ses limites. Et il y aura 1 journée à 2 journées de terrain ensemble. On prend le train, on prend le bus, on va voir des sites, on s'y promène ensemble. Évidemment, les enseignants, ils auront fait un repérage avant pour vous emmener voir pas mal de lieux, puis découvrir les lieux par vous-même aussi, c'est important. Ensuite, retour en atelier et production, travaux, discussion ensemble sur par rapport à la problématique, qu'est-ce qu'on peut proposer ensemble pour ces sites, quand il sera des quartiers, ou pour ces territoires, quand on sera plus sur les échelles métropolitaines. Moi, dans mon rêve du workshop IMVT sur 15 jours, il y a plus de temps d'arpentage, des cours magistraux en commun ici, où vous aurez un cours avec un jour un urbaniste, un jour un paysagiste, un jour un architecte sur les mêmes thématiques, peut-être un grand témoin, des conférenciers spécialistes de la Méditerranée qui pourraient intervenir, avoir une grosse semaine d'apport de connaissances et de diagnostic, de découverte du lieu, puis ensuite avoir 1 semaine de production. Voilà. Mais en gros, vous voyez ce que vous allez avoir dans les ateliers. Vous commencez aussi, vous, par découvrir un site, faire un état des lieux, puis transformer ensuite un workshop, ça le concentre. C'est intéressant aussi de se dire que c'est un temps où on va à l'essentiel, quoi. Et vous avez dit que nous, on pourrait assister du coup à ces workshops là cette année, mais pas participer. Non, en master. C'est master. Non, ils ont... Nous qui? Pardon? Nous qui? En L1, de L1. passer voir le déroulement, mais pas de participer du coup. Ça, Les masters concernent les workshops concernent le master. Donc ce sera dans 3 ans, 4 ans. Ah oui, pardon. Okay. Oui. Comme c'est une conférence commune, ça concerne plutôt les masters là, IER et paysage, mais vous dans un futur proche. Ok.
Après, vous avez le droit d'être curieux et d'aller voir. Oui, non, c'était ça ma question. Oui, bien sûr. Enfin, pour moi, les ateliers sont ouverts. Hein, Comme tous les rendus, des promos supérieurs et tout ça. Enfin, c'est des moments qui sont super. Hein. Les diplômes de fin d'année, parce que là, vous voyez vraiment l'aboutissement d'un travail d'un semestre. Et c'est quelque chose de génial à faire. Eh ben, merci beaucoup pour votre écoute. Vraiment, c'était super. Au revoir.